Les gens ont ressenti le besoin de fabriquer des portefeuilles pour la première fois lors de l'apparition des premiers billets de banque. Aux États-Unis, les premiers billets sont apparus à partir de 1600. Avant ça, l'argent était sous forme de pièces. Les gens les transportaient dans des sacoches en cuir fermées par une ficelle. Ces ancêtres du portefeuille étaient le plus souvent fabriqués en cuir, justement. De nos jours, les gens peuvent être très attachés à ces objets. Ce portefeuille, par exemple, a une histoire vraiment impressionnante. Il appartenait à un homme qui l'a donné à son fils lorsque celui-ci a fêté ses 13 ans. Le fils a utilisé le portefeuille jusqu'à la toute fin. L'objet était complètement usé. Il était tellement attaché à ce modèle qu'il en a cherché un pareil pendant des années sur Internet. Il en a finalement trouvé un presque neuf en très bon état. Son père était bien évidemment très fier de lui. Des études sont menées pour comprendre en combien de temps s'usent des chaussures de running. Mais les résultats ne te disent pas au bout de combien de temps tu dois les changer. Ils t'indiquent le nombre de kilomètres que tu peux faire avec, entre 300 et 1000 kilomètres. La plupart des fabricants indiquent que leurs chaussures peuvent tenir entre 500 et 800 kilomètres, soit entre 3 et 6 mois si tu cours 30 kilomètres par semaine en moyenne. Bien évidemment, les marathoniens doivent changer de chaussures plus fréquemment, puisqu'ils peuvent parcourir entre 60 et 80 kilomètres par semaine. Une personne a décidé de voir combien de kilomètres elle avait parcouru avec ses chaussures. Elle a regardé sur son fitness tracker et elle a découvert qu'elle avait parcouru 5000 km en 2 ans. D'accord, c'est des bottes. Mais on dirait qu'il les a utilisées pour faire freiner sa voiture, comme dans les pierres à feu. Un autre objet qui a souvent une importance sentimentale pour les gens est l'ours en peluche. Les plus petits ours en peluche disponibles dans le commerce mesurent 7 mm. C'est une entreprise sud-africaine qui fabrique ces mini-ours. Leur plus grand modèle mesure un peu plus d'1 centimètre. À l'opposé, le plus grand ours en peluche du monde a été fabriqué aux États-Unis en 2008. Il mesurait 17 mètres de haut et il a été baptisé City Dreams ou Connect the Dream. Tu peux l'admirer à l'Exploration Place de Wichita au Kansas. Il existe même un nom pour les collectionneurs et les passionnés d'ours en peluche. On les appelle des arctophiles. Ce mot est composé des mots grecs arctos, ours, et philos, aimer, soit celui qui aime les ours. Cette personne a eu la chance de retrouver un modèle d'ours identique à celui qu'elle avait quand elle était enfant, 20 ans auparavant. Placés côte à côte, on voit clairement lequel de ces deux ours a survécu à 20 ans de câlins et de machines à laver. Si tu es créatif et que tu aimes coudre, tu seras surpris d'apprendre que l'aiguille de couture la plus ancienne que l'on connaisse a environ 60 000 ans. Elle était fabriquée en os d'oiseau et on l'a retrouvée en Afrique du Sud. D'autres aiguilles semblables en os ou en ivoire ont été retrouvées en Asie et en Europe et elles datent d'il y a 45 000 ans. Même la première aiguille moderne, celle avec un chasse au bout, date d'il y a environ 25 000 ans. Si tu observes la pointe d'une aiguille à la loupe, tu comprendras pourquoi il faut les remplacer au bout de quelque temps. Regarde cette image et tu verras pourquoi je dis ça. Les spécialistes considèrent que les aiguilles de machine à coudre doivent être remplacées au bout de 20 heures de travail environ. Pourquoi ? Parce que même un objet aussi petit et aiguisé qu'une aiguille peut s'user et potentiellement abîmer le tissu autour de la couture. Sur les tissus les plus délicats, une aiguille usée peut créer une mauvaise tension. On conseille aussi d'utiliser les bonnes aiguilles pour les bons tissus. Par exemple, les aiguilles stretch pour les tricots, des aiguilles plus fines pour des tissus plus légers, et inversement, des aiguilles plus épaisses pour des tissus plus épais. Les sabots, ça te dit quelque chose ? Ce sont des chaussures en bois. On les utilise comme chaussures de protection en agriculture. Tu en as probablement vu aussi dans certaines danses à cause du bruit qu'ils font quand on tape le sol avec. La danse en sabot est en réalité à l'origine des claquettes d'aujourd'hui. Si tu regardes ce vieux sabot et ce sabot tout neuf, tu peux voir comment ils s'usent avec le temps. On comprend bien pourquoi ils ont été comparés avec des pommes de terre et des pommes de terre épluchées. Je me suis toujours demandé, par contre, est-ce que c'est confortable, des sabots ? Ça reste des chaussures en bois quand même. Ça ne m'a pas l'air très confortable. Pourtant, la plupart des gens qui en portent disent qu'en les portant quelque temps, ils prennent la forme des pieds et ils deviennent très confortables, même s'ils sont rigides. Découvrons d'autres objets du quotidien qui sont plus vieux que ce que l'on croit, comme par exemple le chewing-gum le plus vieux du monde. On considère qu'il a 5000 ans. C'est un étudiant d'archéologie qui l'a trouvé en 2007 en Finlande. Les chercheurs suggèrent que les peuples du Néolithique utilisaient le chewing-gum pour résoudre leurs problèmes de gencives.
Comment les chercheurs ont-ils compris qu'il s'agissait de chewing-gum? Principalement grâce aux marques de dents qu'ils ont trouvées dessus. Ce petit morceau de goudron a pu donner de nombreuses informations sur son propriétaire, comme ses préférences alimentaires et même des informations sur son ADN. Le fast-food existe depuis plus longtemps que ce que tu crois. Si on recherche dans notre histoire, on remarque que ce concept culinaire remonte à la Rome antique. Ils appelaient leur fast-food des thermopolia, soit le lieu où l'on vend des boissons chaudes. Dans ces anciens restaurants, on trouvait des petites pièces avec de longs comptoirs à l'entrée. Il y avait des coins où manger sur place parfois, mais les historiens sont convaincus que la plupart de ces commerces vendaient de la nourriture à emporter. Contrairement à nous, les Romains n'avaient pas de lieu ou de temps pour cuisiner à la maison. En ce qui concerne les menus, ils n'étaient clairement pas aussi raffinés qu'aujourd'hui. Dans la plupart de ces restaurants, on trouvait des mélanges de lentilles, de la viande et du fromage. Nous avons pris l'habitude de nous servir des itinéraires en ligne pour aller n'importe où. Mais ces systèmes de navigation ne sont pas aussi modernes que ce que tu crois. Le premier système de navigation pour voitures du monde s'appelle Iter-Avto et il date de 1932. Cette incroyable invention consistait en une carte placée sur un rouleau. Comme la plupart de ses équivalents contemporains, ce rouleau était placé sur le tableau de bord de la voiture. Il contenait plusieurs cartes différentes, et le tout était connecté par câble au compteur de vitesse qui contrôlait la vitesse à laquelle le rouleau tournait. En fonction de la vitesse à laquelle roulait la voiture, le rouleau tournait plus ou moins vite. Ton sweat à capuche que tu utilises au quotidien date d'il y a bien longtemps. Les vêtements à capuche sont apparus en Europe au Moyen-Âge, voire même avant. À l'époque, les gens portaient des tuniques à capuche appelées capuchons. Le mot hood, qui signifie capuche en anglais, vient du mot anglo-saxon hood, qui ressemble au mot hat, soit chapeau en anglais. C'est une entreprise américaine qui a introduit le sweat à capuche sur le marché américain dans les années 30. Ils ont commencé à fabriquer des capuches quand ils ont compris comment coudre des matériaux épais ensemble. Au départ, ces vêtements servaient à protéger du froid celles et ceux qui travaillaient en extérieur au nord de New York. Les capuches sont à la mode depuis les années 70 grâce à plusieurs facteurs. La culture hip-hop de New York a beaucoup joué en faveur de la popularité de ce vêtement. À la même époque, la haute couture devenait un phénomène extrêmement populaire. Mais ce n'est qu'avec le blockbuster Rocky que l'ère des capuches a vraiment commencé. Plus ou moins à la même époque, les étudiants ont commencé à porter des sweats à capuche avec les logos de leurs universités pour montrer où ils étudiaient.